Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Désolé, hein, on a 13 minutes de retard malgré toutes les précautions qu'on a pu prendre. On a rencontré quelques difficultés de dernière minute. Qu'à cela ne tienne, on est très ravis et très contents d'accueillir ce soir Diderot qui va nous parler de son parcours, de son retour d'expérience. Bienvenue sur l'épisode numéro 2 de Mon Storytelling. C'est tous les vendredis qu'on aura comme ça des invités, des personnes inspirantes avec qui on va passer 45 voire 1 heure de temps sur leur parcours, leur expérience. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Diderot qui va nous parler de son parcours, je l'ai dit, mais pas que. On aura également des sujets en lien avec le génie climatique qui seront abordés. Je nous donne quelques minutes de partage sur nos différents réseaux. Bonsoir Diderot, comment tu vas? Bonsoir. Allô, tu m'entends? Oui, on t'entend super bien. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je vais très bien. Je suis désolé, hein, je suis désolé aussi pour le petit retard. Et je suis très content de me retrouver avec vous. Juste un instant, je crois que j'ai un petit souci au niveau du retour de son. Là, Retour. c'est bon? Là, c'est bon. Là, on t'entend. Hein. On t'entend. Voilà, effectivement. Voilà. Donc, Hein. je disais, je suis très content d'être parmi vous. Et j'attendais ce moment. Vous l'avez vu, vous avez vu tout ce que j'ai fait autour de cet instant. Donc, je vais déjà commencer par remercier Yulon qui m'a accordé cette confiance-là. Pour moi, c'est une très belle occasion pour la visibilité déjà de mon activité, mais aussi faire un petit peu connaître mon parcours à tout le monde. Si ça peut en inspirer, pourquoi pas. Donc, je remercie déjà, s'il y en a qui sont connectés, je remercie déjà ceux qui sont là aussi. Donc, je suis très content ce soir. Nous sommes également très contents. Hein. Je suis honoré de te recevoir. Alors, on se donne 2, 3, 4 minutes de partage sur Oui. nos différents canaux, sur ta page, pour que les personnes qui te suivent puissent bénéficier hein, de ce moment qui s'annonce très intéressant, très riche, aussi bien en images qu'en couleurs. Parce que ce qui a précédé, hein, il faut le dire, euh, cette cette soirée, c'est des séries de vidéos thématiques qui ont pu comme ça susciter hein, la curiosité des uns et des autres. Et on est aujourd'hui très, très impatient de découvrir tout ce qui se cache, hein, ou du moins les réponses aux questions que tu soulevais dans tes différentes vidéos. Donc, on se laisse 2, 3, 4 minutes de partage et on revient pour rentrer dans le vif du sujet suivant le format qu'on a défini et qui a été partagé et qui, je pense, est connu de tout le monde. Donc, c'est 6 questions dans mon storytelling et on va, si le temps nous permet, aller au-delà de ces 6 questions pour prendre également les questions des internautes. Alors, tu me dis quand c'est bon de ton côté au niveau du partage. Oui, je suis en train de le faire. Voilà. Moi, je pense que j'ai partagé à mes amis. Là, ça aussi, c'est bon. Donc, j'ai partagé à ma story, j'ai partagé
j'ai partagé à tous mes amis. Normalement, je ne sais pas si vous arrivez à voir les connexions, le nombre de personnes connectées. Oui, on arrive à voir sur Facebook. Euh, du coup, je te propose qu'on démarre euh, Oui. avec une première question, hein. Comment tu vas? Parce que le contexte sanitaire est assez particulier. Du coup, je suis curieux de savoir comment tu te sens, comment tu te portes. Santé physique, santé morale, comment ça va, Diderot? Écoute, Stéphane, ça va. On fait ce qu'il faut pour que ça aille. Physiquement, ça va bien. Après, moralement, ça pourrait aller mieux, effectivement, avec le contexte sanitaire qui est particulier. On espère que les semaines à venir vont être un peu plus ouvertes que celles qu'on vit depuis, ça fait quoi? Ça va bientôt faire 3 semaines. Et donc, je vais bien, on va dire en général, je vais bien et tout se passe bien de mon côté. Super, super, c'est intéressant. Et niveau travail, parce que euh, on a souvent, parce que le métier que tu fais, il est technique, c'est de l'opérationnel. Comment ça se passe aujourd'hui avec le confinement? Est-ce qu'il y a ce télétravail qui est également possible dans le génie climatique? Ouais, on aura l'occasion de venir sur quelques points pour un petit peu éclairer les choses sur le génie climatique parce que c'est assez large. Alors, pour ce qui est du télétravail, ça, c'est pas tout à fait possible dans le génie climatique parce que lorsqu'on a un équipement qui tombe en panne, si ce n'est peut-être la régulation, mais même quand on a une régulation à faire à distance, c'est un test qu'on fait pour confirmer une erreur qu'il faut aller corriger. Donc, télétravail, ça marche pas trop dans le domaine du génie climatique. Ça va plutôt, ça va bien, parce que les gens, quel que soit ce qui se passe, hein, qu'on soit confiné ou pas, on a besoin d'avoir des chambres froides qui tournent, on a besoin d'avoir une clim. Bon, maintenant, c'est le chauffage, on a besoin d'être chauffé, donc on a besoin d'une chaudière qui fonctionne parce que ça fait partie. Si on a un problème d'eau, on a besoin de corriger notre plomberie, il faut que le plombier vienne. Donc, c'est dire que dans le génie climatique, le confinement, on n'a pas à le vivre. En fait, on ne le connaît pas. En tout cas, merci d'être là pour nous, pour maintenir la température qui va bien, pour le chauffage, tu l'as cité, hein, parce que si vous n'étiez pas là, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. Alors, on va rentrer dans mon storytelling en parcourant les 6 questions. Donc, tu as accepté de te prêter au jeu et on te remercie. La première question, c'est quel est ton parcours? Comment est-ce qu'on devient un professionnel du génie climatique aussi talentueux que toi? Je te remercie pour le qualificatif que tu mets avant. Donc, mon parcours, il est pas très compliqué. Je vais faire rapidement parce que l'essentiel est véritablement dans le génie climatique. Donc, à la base, moi, je suis originaire du Cameroun. Je suis originaire du Cameroun. Je suis venu en France pour mes études. J'ai commencé par faire des études de STAPS. STAPS, c'est sciences et techniques d'aptitude physique et sportive. Donc, j'ai fait des études de sport parce que j'ai beaucoup joué au volleyball au Cameroun. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que l'issue était un peu compliquée, donc je me cherchais, on va dire. Je me cherchais concrètement comme les étudiants peuvent se chercher. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir quelques infos auprès de la Chambre de commerce où j'ai rencontré des entreprises qui sont venues vers les étudiants et ont demandé est-ce que vous seriez prêts à faire une formation dans le commerce. Ils sont venus carrément à la fac, ils nous ont présenté la chose. Et c'est comme ça que je rentre dans une formation, dans un BTS en négociation relations clients, dans une BTS commerce. Et je fais ce BTS au bout de 2 ans. Je travaillais dans un cabinet multicarte. Multicarte, c'est-à-dire on représentait les industriels auprès de la grande distribution. C'était ce qu'on appelait à l'époque un VRP. Donc, voilà, ça, cette formation. VAP, c'est pourquoi? C'est voyageurs représentants placiers, c'est comme ça qu'on appelle. C'est-à-dire que je partais auprès des magasins, je faisais de la négociation de gamme de produits pour des rayons, je faisais les implantations et je suivais les ventes pendant toute la saison. C'est-à-dire que j'étais responsable de certains magasins en Alsace, en Lorraine, Franche-Comté et Champagne-Ardenne. Donc, je faisais le tour de l'Est de la France où je représentais donc des industriels qui avaient des gammes de produits dans des magasins tels que Leroy Merlin, Monsieur Bricolage et autres.
Donc ça, effectivement, on part de loin. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant 4 ans. Et après, il y a eu à l'époque, il y a eu la guerre en Syrie qui a créé une grosse crise de pétrole, ce qui fait que le cabinet dans lequel je travaillais a perdu donc certains partenariats. J'ai commencé à coûter cher et on a dû trouver un terrain d'entente pour qu'on se sépare. Et moi, derrière, j'ai donc créé une structure, une petite entreprise qui, dans le modèle de représentant commercial, d'industriel, j'ai proposé aux artisans du bâtiment d'être représentants pour eux, mais dans une région plus petite. Donc, j'ai rencontré des chauffagistes, j'ai rencontré des plaquistes, j'ai rencontré des plombiers, dont on se rapproche là. Donc, j'ai rencontré ces personnes-là et pour eux, donc, je faisais toute la partie commerciale, toute la partie distribution, enfin, du moins livraison sur chantier autre de leur fourniture. Donc, j'ai monté mon entreprise enfin, mon entreprise, elle a tourné pendant 5 ans. Ça marchait plutôt bien parce que je me suis inscrit sur un modèle d'affaires qui, à cette période-là, marchait bien. Et donc, j'ai eu un marché chez un ingénieur du génie climatique qui, enfin, du moins, il m'a demandé de faire la pose de portes et fenêtres de la maison de son papa. Et donc, je suis allé, j'ai pris le marché, j'ai fourni les portes et fenêtres. Et lorsque mes gars travaillaient sur le chantier, parce que moi, je n'étais pas technicien de ça, lorsque mes gars travaillaient sur le chantier, il m'a posé des questions sur les portes et fenêtres que j'avais achetées. Il a donc attiré mon attention sur des détails précis, parce que c'est un ingénieur du génie climatique. Il s'est trouvé que je n'avais pas de réponse. Bon, commercial, je lui ai dit effectivement, mes connaissances commencent là et s'arrêtent là. Maintenant, les produits que je fais poser sont des produits c'est les standards, c'est des produits qui sont validés par des normes et autres, donc je n'ai pas à aller plus loin. À partir du moment où je me fais livrer dans l'Union européenne, mon produit respecte les différentes normes. Il a dit, mais vous savez, je discute avec vous depuis quelques jours, je vous trouve très intéressant. Je pense que vous gagnerez à en savoir un peu plus sur vos fenêtres. J'ai dit, pourquoi pas? C'est donc comme ça que c'est parti. Il m'a proposé de faire une formation dans son domaine du génie climatique. Il m'a dit que ça pourrait aller très vite parce que j'avais déjà un certain niveau, ça pourrait aller très vite. Donc, j'ai dû valider donc l'équivalent d'un DUT en tant que technicien supérieur de conception du génie climatique. Donc, celui-là, je l'ai validé en 1 année. Sachant que derrière, j'avais déjà un parcours sur des produits liés au génie climatique, j'ai réussi à valider les modules très rapidement. Ça s'est fait en 1 an. Et donc, j'ai fait ça, j'ai validé ça, j'ai donc travaillé, j'ai commencé à travailler auprès de SBE Ingénierie, c'est un bureau d'études en tant qu'assistant ingénieur où j'ai réalisé des études dont je faisais de la conception, études de conception et autres, quelques temps. Et je me suis dit, ce serait peut-être intéressant d'aller plus loin. J'ai donc décidé de faire une formation dans le génie thermique. C'est donc comme ça que je parle du génie climatique au génie thermique. Il faut savoir que le génie climatique et le génie thermique c'est des cousins. Ils sont très proches, il y a quelques détails. C'est donc à l'issue de ces différentes formations, l'équivalent, c'est aussi l'équivalent d'un DUT de ce côté-là. Et j'ai fait ça en alternance. J'ai donc validé ça. Excuse-moi, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'alternance? Très, très brièvement, parce que vu qu'on a une communauté très riche, hein, j'ai envie de dire, qui est un peu éparpillée et que les systèmes sont parfois différents, je souhaiterais que tu expliques un peu ce que c'est que l'alternance. Alors, l'alternance, c'est un type c'est un type de fonctionnement dans une formation, c'est-à-dire que l'étudiant, pour faire sa formation, doit avoir une entreprise qui l'accompagne dans le cadre de sa formation. Et comme c'est dit alternance, c'est-à-dire que l'étudiant, il a une période en cours où il fait ses cours, il est suivi, il est dans une salle, il est suivi par des professeurs où il réalise des cours théoriques, et il a des périodes en entreprise où il est dans l'entreprise qui l'accompagne dans le cadre de sa formation, où il réalise des actions professionnelles pratiques sur le terrain. Et donc, l'alternance, c'est dans ces deux-là. Donc, on peut avoir 1 semaine en cours, 2 semaines en entreprise, ou alors les 2 premiers jours de la semaine en cours et les 3 autres en entreprise,
tout dépend du modèle, du modèle qui aura été défini par la structure de formation en elle-même. Donc, l'alternance, c'est ça. C'est D'accord. entreprise et cours. Merci beaucoup pour cette précision. Voilà, donc, et moi, j'ai été beaucoup formé en alternance, c'est-à-dire que même mon BTS, je l'ai fait, enfin, BTS commerce, je l'ai aussi fait en alternance. Donc, j'ai fait donc cette partie génie thermique qui m'a permis de faire donc le froid, parce que le génie thermique, c'est plutôt la partie grosse puissance. Quand on dit grosse puissance dans notre domaine, hein, concrètement, il faut savoir que si on parle du froid, on parle de températures très négatives telles que moins 100, moins 50. Là, on est dans le génie thermique. Quand on est dans le génie climatique, on parle de climatisation, on parle de 22 degrés, 25. C'est juste ça la nuance. Donc, et dans le génie thermique, c'est les grosses puissances, qu'elles soient froides ou chaudes. On parle de grosses puissances dans le génie thermique. Le génie climatique, c'est plus global parce que là, je vais en profiter pour dire 2-3 mots dessus. Le génie climatique, c'est la plomberie sanitaire, c'est la ventilation et c'est la climatisation. D'accord. Pour ce qui se passe, pour ce qui est fait en Afrique, il y a un élément qui est en plus ici en Europe, c'est le chauffage. En Afrique, on n'utilise pas le chauffage. Pourquoi est-ce que je préfère parler de ce qui se passe en Afrique? C'est parce que GC Info, qui est dans la structure que j'ai mise en place, est orientée vers l'Afrique. Donc, la partie chauffage, j'en parle très peu parce que c'est des commandes spécifiques pour l'Afrique sur certaines choses. C'est des commandes spécifiques sur la production d'eau chaude sanitaire. C'est vraiment spécifique. C'est pas très large là-bas. Donc, c'est ça le génie climatique. Donc, j'ai fait ce parcours-là qui me permet aujourd'hui enfin, du moins, je sors d'une entreprise CCS Énergie où j'ai été recruté pour mettre en place le service climatisation, créer le service climatisation. Créer le service, j'étais responsable de techniciens qui n'avaient pas les compétences nécessaires sur la partie climatisation. C'était des électriciens, il fallait les former à la climatisation, il fallait mettre le service en place et tout. Donc, c'est fort de mes expériences, fort de mes formations que je suis allé, j'ai pris cette responsabilité, j'ai monté ce service qui tourne aujourd'hui plutôt pas mal. J'ai dit, le confinement, ça ne nous bouscule pas, donc ça continue de tourner. J'ai donc dû me séparer de cette entreprise parce que j'avais le projet GC Info. J'ai fait un break et j'ai décidé de faire accélérer GC Info, d'où le Diderot qui parle de temps en temps sur sa page Facebook et qui fait des vidéos. Voilà, je ne sais pas si ça résume ton. Excellent, excellent. Et je suis, j'ai envie de te dire félicitations pour cette décision qui n'est pas facile parce que on peut voir dans ton parcours que tu n'hésites pas à rebondir, tu n'hésites pas à te réorienter, tu es toujours curieux, tu n'hésites pas à apprendre. Et la démarche de retour d'expérience finalement que tu fais avec GC Info, notamment pour transmettre ce que tu as appris, c'est une démarche qu'on salue. C'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, on te reçoit parce que c'est complètement dans la démarche de Yulam, partager son expérience, partager son savoir, partager surtout le savoir-faire, c'est-à-dire que la connaissance pratique, pour que la jeunesse africaine, principalement, puisse en bénéficier. Donc, on est très content et bravo pour ce parcours. Merci. Alors, on a la deuxième question, c'est quelle est pour toi la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? La chose dont je suis le plus fier aujourd'hui. J'ai aimé, je fais une parenthèse, j'ai aimé quand la question a été posée au jeune qui est passé avant. J'ai bien aimé sa réponse. Effectivement, j'allais dire aussi que la chose dont je suis le plus fier, ce sont mes enfants, mais mes enfants, c'est pas des choses. Donc, il faut répondre. Je bien suivi. La chose dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'être resté fidèle déjà d'abord à mes principes. C'est-à-dire que comme je viens de l'expliquer, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un d'autonome et jusque-là, il y a absolument rien qui m'a fait sortir de ça. En termes de réalisation, qu'est-ce que j'ai réalisé dont je suis le plus fier aujourd'hui? Il y a pas mal de choses dont je peux dire que… Mais s'il fallait dire une chose, en fait, s'il fallait citer une chose dont aujourd'hui tu es fier, voilà, tu te dis,
ça faisait partie de mes rêves et je considère que c'est accompli. Ou tu as posé une action qui, aujourd'hui, quand tu y penses, tu te dis, ah oui, ça, ça en valait la peine et j'en suis vraiment content. Alors, ouais, effectivement, il y en a une. Il y en a une, c'est Batikos. Batikos, c'est quoi? C'était mon entreprise, justement, où j'accompagnais les artisans. J'en suis très fier parce que c'était vraiment le début c'est pas le début de l'esprit entrepreneur parce que je l'avais déjà avant, mais c'est le début de mon expérience en Europe en tant qu'entrepreneur. Et ça n'a pas été facile, ça a été très compliqué. J'ai traversé des moments vraiment difficiles. C'est pas la peine d'en parler aussi aujourd'hui. Mais j'ai réussi à sortir de cette entreprise-là déjà pas mal d'expérience dans le domaine, mais aussi j'en suis sorti très autonome. C'est-à-dire que j'ai réussi à véritablement m'implanter en Europe, m'installer en Europe grâce à cette entreprise-là. Ce qui fait que tout ce que je fais aujourd'hui jusque-là, même sur ma boîte mail, le logo, c'est toujours celui de Batikos. Donc, Batikos, pour moi, c'est la chose dont je suis le plus fier. Et pour rendre la chose un peu plus intéressante, Batikos, c'est quoi? Bâti, vous comprenez, bâtiment. Kos, c'est le préfixe du nom de mon village au Cameroun. Alors, au Cameroun, je suis originaire de l'Est du Cameroun. J'en profite pour en parler parce que c'est une région qu'on ne connaît pas souvent. Je suis originaire de l'Est du Cameroun et le nom de mon village, c'est Kosmadi. Kosmadi. Kosmadi, voilà. Alors, je me suis dit, il faut que je fasse un truc pour me rappeler d'où je viens. Parce que j'ai un petit peu ce côté où je m'intègre facilement aux communautés et puis quelquefois, je suis moi-même un peu perdu quelquefois dans ça. Donc, il fallait que j'ai toujours un truc qui me rappelle d'où je viens. Et j'ai mis Batikos et voilà, j'en suis très fier. Écoute, félicitations, c'est magnifique en tout cas, ce parcours entrepreneurial. C'est pas facile hein, de monter une entreprise, de monter une boîte. Donc oui, félicitations. J'espère que ça pourra inspirer des gens qui vont regarder ou qui regardent ce live. Alors la troisième question, quelles sont pour toi les 3 grandes erreurs que tu as commises dans ton parcours? Les 3 grandes erreurs que j'ai commises dans mon parcours. La première erreur, elle vient on va dire, elle vient de mon être. Elle vient de mon être. J'ai commis des erreurs, pas dans les choix de personnes que j'ai rencontrées, mais dans le type d'attente que j'ai posé en ces personnes. C'est des erreurs que j'ai commises. C'est des erreurs qui viennent de moi. Donc, la première erreur, c'est celle-là. C'est-à-dire que j'ai souvent posé des attentes sur des personnes à des niveaux qu'il ne fallait pas. Et j'ai souvent été déçu et la déception m'a souvent, cette déception-là m'a souvent fait beaucoup mal. Donc, jusqu'aujourd'hui, je travaille encore sur ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que cette déception impacte effectivement sur la partie entrepreneuriale. C'est-à-dire que quand on entreprend et qu'on n'est pas bien on n'a pas un bon état d'esprit, et ben, tout de suite, ça se ressent dans ce qu'on fait. Donc, ma première erreur, c'est celle-là. Et si j'avais quelque chose à dire, c'est, voilà, quand on fait dans la vie, on est seul. On est d'abord soi avant les autres. Et à chaque fois, il faut voir les choses comme ça. Je le dis et je continue de travailler ça. Ça, c'est ma première erreur. D'accord. Et la deuxième, donc du coup, la première erreur, c'est peut-être l'excès de confiance. À l'égard des personnes. À l'égard des personnes. Je dirais pas que ce soit la confiance, je dirais simplement les attentes. Les attentes, parce que moi, j'ai souvent dit que si la confiance s'il y a la confiance, c'est parce que la déception existe. Donc, les deux sont là, c'est des paramètres de la vie et il faut faire avec. Par contre, les attentes, souvent, quand on en met trop, et que ce soit envers qui on attend des choses, si on pense qu'ils sont pas à la hauteur, on peut être très déçu. Et ça, c'est une faute qui vient de nous-mêmes. Donc, pour moi, c'est ça. Les attentes, je les ai mises à un niveau je les mets souvent à un niveau très élevé. Il faut corriger ça. Super. Et la deuxième erreur?
La deuxième erreur, c'est d'avoir pas pris le temps nécessaire pour élaborer de manière complètement structurée mes premiers projets, parce qu'aujourd'hui, je les ai travaillés. J'ai bien compris que on a des idées, on a envie de faire des choses, on a plein d'idées. Je suivais encore, c'était sur une plateforme hier où je suivais mon associé Ken. C'est mon associé, il était sur une plateforme, il disait qu'il y a 365 jours dans l'année, donc on a au moins 365 idées dans la tête. Tous les jours, on a une idée. Et c'est pas forcément toutes ces idées qui sont brillantes. Et même si on a une idée brillante, il faut savoir euh, structurer quelque chose, il faut savoir concevoir le projet qu'on met autour de notre idée, de l'idée qu'on a. Donc, la deuxième erreur, c'est ça. C'est-à-dire que Batikos, j'aurais dû, ou alors j'aurais pu prendre un peu plus de temps pour le concevoir de manière un peu plus aboutie. S'il s'est arrêté, il s'est arrêté parce qu'il y a eu une réglementation qui est passée et tout de suite, je suis tombé dedans. Or, j'aurais pu préparer, anticiper la chose et puis passer autour de ça. Donc, ça, c'est la deuxième erreur. La troisième, pour terminer. La troisième erreur, la troisième erreur, la troisième erreur, c'est, je ne sais pas s'il faudrait la dire. Il a accepté de te prêter au jeu, donc. Effectivement, il faut aller jusqu'au bout de la chose. Effectivement, je suis d'accord. La troisième erreur, c'est que je suis quelqu'un de, de, comment dire. En fait, j'ai une loyauté qui fait en sorte que des fois, j'ai du mal à me séparer de ce à quoi je me suis attaché. Ça peut être les personnes, ça peut être les choses. C'est-à-dire que j'aime bien quand ça bouge, c'est vrai, mais j'aime pas changer mes habitudes, en fait. Quand il y a des choses assises, c'est-à-dire que mon bureau, s'il est comme ça, il faut pas aller dedans. Si je suis à un endroit, il faut pas trop me chercher là-dedans parce que pourtant, il faudrait améliorer ça. Donc, ma troisième erreur, c'est quelquefois d'être, d'être un peu obtus sur ce qu'il y a autour de moi, d'être un peu, voilà. Il faudrait de temps en temps que je respire, que je laisse couler. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je travaille. Et je travaille énormément. Super. Alors, moi, j'aime beaucoup, en fait, ta façon de présenter les erreurs et de terminer par c'est quelque chose sur lequel je travaille. C'est l'amélioration continue et ça montre, en fait, la démarche dans laquelle tu t'inscris et qui est une démarche, pour moi, constructive. C'est-à-dire que tu te dis, OK, j'ai conscience de ce qui ne va pas. Je travaille là-dessus, je mets des choses en place et je corrige. En fait, tu fais, voilà, c'est une bonne boucle en fait que tu mets et j'apprécie vraiment beaucoup. Les autres pourront également se faire des idées, mais moi j'aime bien le côté amélioration. Alors, on arrive à la quatrième question. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un ce soir? Ce soir, quelqu'un dans la vie. Imagine quelqu'un là, il nous écoute par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tu as vécu. Tu as vécu au Cameroun, tu vis en France aujourd'hui, tu as vu des choses et je me dis, ce que la vie t'a appris jusqu'à cet instant, est-ce que tu pourrais donner comme ça 3 conseils à quelqu'un? Ça peut être, c'est super important cette partie parce que elle peut radicalement changer la vie de quelqu'un. Ouais, effectivement. Donc, radicalement dans le sens positif. Ouais, donc, il faut, voilà, si tu as 3 conseils que tu pourrais donner à quelqu'un, voilà, ne t'en prive pas. Alors, je vais prendre le premier conseil, je vais passer par une citation de Khalil Gibran, c'est un poète que j'aime bien. Il dit dans sa citation que nul ne peut atteindre l'aube s'il n'est pas passé par le chemin de la nuit. Nul ne peut atteindre l'aube s'il n'est pas passé par le chemin de la nuit. Dit comme ça, voilà, on peut penser à beaucoup de choses. Mais pourquoi je le dis? Moi, je suis un entrepreneur. Et l'entrepreneur fait face souvent à pas mal d'obstacles.
qui sont des obstacles qu'il doit traverser. Donc, le conseil à donner, c'est que l'entrepreneur n'est pas seulement celui qui crée une entreprise. L'entrepreneur aussi, c'est déjà quand on dit on entreprend. Le fait déjà de se lever le matin, on entreprend, on rencontre des difficultés, on rencontre des obstacles dans la vie. Et il faut savoir que les obstacles, ça fait partie de la vie. Sinon, on s'ennuierait s'il n'y en a pas. Donc, il faut savoir jouer avec. Il faut avoir le moral. Quand on rencontre un obstacle, il faut savoir se lever. Parce que c'est ça qui nous rend plus forts. Donc, la difficulté, elle est faite pour nous rendre plus forts. Voilà un conseil. Un peu comme tout à l'heure, on a eu un petit souci technique et on a essayé de trouver des solutions. Et voilà. On y a, donc, je peux comme ça dire qu'en fait, ce conseil, oui, tu l'appliques. Hein, et tu le suis. Alors, le deuxième conseil que tu pourras donner, que tu peux donner à quelqu'un? Le deuxième conseil, je vous donnerai sur la tristesse, en fait. Déjà, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'il faut… Pour moi, la tristesse, c'est un moment. C'est un conseil que tu m'as demandé de donner. Donc, voilà, j'y vais, quoi. Donc, la tristesse, c'est pour moi un instant qui devrait séparer deux moments de joie ou alors deux jardins de paix. Et donc, quand on a un mur qui s'érige comme ça entre deux espaces de paix, il faut trouver le moyen de faire en sorte que ce soit pas un mur de béton. Donc, la tristesse, c'est quelque chose qu'il faudrait trouver toujours le moyen de faire switcher à un moment donné. Rester longtemps triste, ça fait pas avancer déjà et on passe à côté de beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça? Parce que ma vie, il y a eu des moments où j'aurais pu rester complètement triste. Et je me suis dit non, c'est un instant, c'est un moment, un momento qu'il faut juste marquer et se dire ce jour-là, c'était comme ça, il faut que demain, que je trouve le moyen pour que ce soit différent, ça ne va pas être tout seul. Donc, il ne faut pas rester triste parce que ça ne fait pas avancer. Voilà le deuxième conseil. Merci beaucoup, merci pour ce conseil. Il faut savoir jouer avec la tristesse et connaître, du moins, apprendre c'est à maîtriser ses émotions, intelligence émotionnelle. Bonsoir Raphaël, coach Raphaël, si tu nous écoutes. Alors, le troisième conseil pour sortir de cette question? Troisième conseil part aussi d'une belle citation de Khalil Gibran, je vais toujours parler de lui. Hein. Au final, le livre, ce sera un des livres de Khalil Gibran. Le troisième conseil, c'est la sagesse n'est pas la sagesse si elle est trop fière pour pleurer. Elle n'est pas la sagesse si elle est trop sérieuse pour rire. Elle n'est non plus la sagesse si elle est, comment dire, trop calme pour parler. On a parlé de sérieux, pleurs, rire. Ce sont des choses qui, pour moi, sont très importantes. Souvent, on pense que, voilà, il faut rester calme, il faut pas exprimer ce qu'on ressent, il faut pas le dire parce que les gens, ils vont comprendre ce que tu ressens, ils vont l'utiliser, c'est vrai, il y a ça. Mais à un moment donné, la vie, il faut parfois se laisser aller à la vie. Et c'est aussi ça, la sagesse. Il faut parfois accepter que, bon, voilà, c'est dur, mais je rigole. C'est pas bien, mais il faut avancer. Je parle de ça, pourquoi? Parce que pour moi, c'est très important. On peut faire tout ce qu'on fait. Si à un moment donné, on est trop coincé dans ce qu'on fait, on n'arrive pas à se détendre. Moi, je sais pas me concentrer pendant 30 minutes sans sortir. J'arrive pas. C'est-à-dire que quand je fais même une réunion de travail, j'ai toujours un moment où je vais sortir un truc. Et je vais dire, écoute, sinon mon cerveau, il va bloquer. À un moment donné, je vais tourner en rond. Donc, pour moi, cette sagesse-là, elle est très importante. Il faut parfois détendre les choses, il faut parfois relativiser, même à des moments où on ne s'attend pas à ça, parce que ça permet quelquefois de décompresser, d'ouvrir la petite soupape qui fait en sorte que l'idée bonne, l'attitude bonne, le réflexe bon vient s'imposer et puis on avance dans ce qu'on veut faire. Donc, c'est un petit peu ça mon troisième conseil. Ça peut paraître un peu bisounours. Non, mais c'est très intéressant, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis
parce que effectivement, voilà, et parfois il faut se laisser, voilà, il faut relativiser des choses, il faut prendre Ouais. les choses telles qu'elles viennent. Pas en permanence, mais c'est En important. permanence, mais oui, parfois il faut, Ouais. je l'entends ce conseil, et je le comprends. Euh, alors, on arrive à la cinquième question. Un livre. Quel est le livre que tu recommanderais à quelqu'un? Le livre que je recommanderais à quelqu'un, c'est un recueil de poèmes hein, de Khalil Gibran, le Prophète. Voilà, je recommanderais ça. C'est dans ce livre que je n'ai pas appris, mais j'ai conforté ma façon d'être. C'est-à-dire que ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas à côté de la plaque dans ma façon, dans ma façon d'être et de pouvoir de pouvoir être moi-même sans avoir peur de ça. Ça m'a rendu, ça m'a rendu vraiment fort. Voilà, il y a très peu de choses qui peuvent véritablement me terrasser. Et je les connais, hein, les choses qui peuvent me terrasser. Je sais exactement ce qui peut me terrasser, mais il y en a très peu en fait. Il y en a très peu. Donc, Khalil Gibran, le titre, c'est Le Prophète, c'est le recueil de poèmes que je conseillerais à tous ceux qui me suivent. Même pas la COVID-19 dans les choses qui peuvent te terrasser? Non, je rigole. Hey, je suis génie climaticien dans la COVID-19, je peux savoir comment gérer avec ça. Génial. Alors on va sortir avec cette dernière question. Quels sont pour toi aujourd'hui les deux métiers que tu recommanderais à une personne? J'entends ici pas forcément le jeune étudiant, hein, mais aussi une personne qui serait peut-être en reconversion dans un contexte où la crise sanitaire a fait en sorte que les gens perdent leur emploi. Est-ce que tu aurais comme ça des métiers, deux métiers phares? Après, on pourra un peu plus s'étaler, mais est-ce que tu aurais comme ça deux métiers que tu recommanderais à une personne euh, en ce moment précis? Alors, je veux déjà d'abord saluer la démarche de Yula sur ces lives-là, parce que c'est une très belle adaptation face au contexte. C'est-à-dire que les lives se sont souvent faits, hein, mais aujourd'hui, vous mettez en place une façon de faire qui va en inspirer plus d'un sur la transmission du savoir. C'est-à-dire que là, je parle de ma vie. On a toujours pensé que la transmission du savoir, c'est que j'ai appris quelque chose, je viens transmettre ce que j'ai appris. Mais là, je parle de ma vie. C'est déjà une transmission de quelque chose. Donc, je veux saluer ça. Pour dire quoi? Pour dire que l'un des métiers pour moi d'avenir, l'un des métiers d'avenir, ce serait justement s'orienter pour ceux qui ont une expertise hein, dans ce qu'ils ont fait ou alors l'expérience de leur vie, parce qu'on s'enrichit aussi de ça, l'expérience de leur vie, qu'ils trouvent le moyen de pouvoir déjà d'avoir des plateformes où ils vont en parler, donc structurer le truc, des plateformes où ils vont en parler et de pouvoir en faire profiter au maximum. Parce que en parlant de cela, il y a des gens qui vont s'intéresser et qui vont se dire, voilà, mais tu as fait ça, tu as telle expérience. Écoute, moi, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur ça. Et à ce moment, on commence à réfléchir. On se dit, ouais, il me demande mon avis sur ça. Il sait très bien que mon avis, je l'ai pas, ça vient de quelque part. Donc, voilà, il y a le côté, la cantine qui va s'installer progressivement. Donc, ça commence par ça, la communication, la transmission du savoir, et puis après, la formation. Ça vient par la suite. Dans les métiers d'avenir, c'est ceux qui passent donc par ce genre de canal. C'est pas vraiment un métier, mais c'est une méthode de transmission qui, pour moi, est une méthode d'avenir, en fait. Ça, c'est quelque chose que je conseillerais. Les gens qui changent, par exemple, de boulot parce qu'ils ont perdu le leur suite au Covid, ils ont un savoir-faire. Ils ont des compétences transversales. Ils ont appris, ils n'ont pas été que sur un truc, ils ont appris un ensemble de choses. Ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir intégrer toutes ces choses-là, il y en a qui ont besoin de ça dans d'autres domaines. Comment je fais en profiter? Donc ça, commencez à réfléchir dans ce sens-là. Ouais. Alors, en gros, pour résumer ce premier métier, entre guillemets, hein, parce que évidemment, ce n'est pas un métier, c'est plutôt une démarche, si je peux le dire ainsi. Pour toi, on doit pouvoir être en mesure d'embrasser le digital, notamment dans l'idée de transmettre ce qu'on a appris de la vie, donc son savoir-faire, et
finalement, de le rendre accessible au plus grand nombre. Parce que du coup, en transmettant son savoir-faire, parce qu'on a un savoir-faire, on a toute une expérience, on sait au moins faire une chose, c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire. Donc, qu'on ait été à l'école ou pas, on sait faire au moins une chose, et cette chose-là, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'apprendre cette chose-là. Et une fois qu'on a mis ça dans son esprit, pour toi aujourd'hui avec le digital, avec le contexte sanitaire, il faut pouvoir passer de l'environnement où on a la connaissance, on a le savoir-faire, à un environnement où on va l'exposer ou le rendre visible sous un format, c'est-à-dire les plateformes qui le permettent, son savoir-faire, sa connaissance, son expérience. C'est ce que je comprends dans le premier métier. Donc, ça tourne autour du digital et la capacité, il faut insister là-dessus, la capacité de chaque individu à pouvoir sauter le pas. Donc, très intéressant. Et le deuxième métier? Ouais, le deuxième métier, je vais utiliser une expression de mon boulot. Le deuxième métier, pour moi, c'est, du moins pour ceux qui vont se retrouver un petit peu, c'est tout ce qui a trait à la régulation. Je vais simplifier ça. Aujourd'hui, un système, quand il est mis en place, il fonctionne sur la base des programmes, d'un programme qui a été établi. Et donc, si le programme pose un problème à un moment donné, c'est parce que les liens qu'il y a dans le programme posent problème. On trouve ça dans tous les domaines. Et ceux qui pilotent ça, c'est les professionnels de la régulation. Donc, voilà, pour moi, les métiers, l'un des grands métiers d'avenir, c'est la régulation. Aujourd'hui, la régulation, on trouve ça un peu dans chaque domaine, mais de plus en plus, le métier de régulateur de système se met en place. C'est-à-dire que quel que soit là où la personne va, le professionnel régulateur des systèmes, il va tout de suite comprendre, il va tout de suite faire ce qu'il faut pour que le système se remette en route. Et ça, c'est un métier d'avenir. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire à distance. D'accord. Alors, quand tu dis le système se remet en route, ça me fait penser aux médecins. Donc, le corps humain qui est malade, le système se remet en route par l'intervention du médecin ou d'un professionnel de la santé. Je salue les infirmiers, je salue ici les aides-soignants, bref, tout le corps médical. Donc, en fait, eux, ils vont venir réparer le système. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Donc, la transposition de ce mécanisme-là, de cette fonction-là. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit dans les autres métiers d'avenir? Un exemple, par exemple, est-ce que tu pourrais prendre un exemple pour que les gens comprennent comment ça pourrait s'appliquer dans d'autres secteurs? Parce que tu as dit que ça se retrouve dans pratiquement tous les secteurs. Ouais, là, l'exemple que tu me demandes, que je vais te donner, c'est justement l'exemple qui va nous faire entrer un petit peu dans le génie climatique, et ça, c'est intéressant. Dans le génie climatique, on a des professionnels, des spécialistes, on les appelle des metteurs au point. C'est ça le nom qui leur est donné, metteurs au point. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais prendre le cas d'une climatisation qu'on doit installer dans une maison. Voilà. Climatisation, tu achètes ton climatiseur, tu veux l'installer chez toi. Les bureaux d'études vont faire leur grand truc là, les études, machin. Ils vont te sortir des chiffres, des puissances. Après, on va te faire acheter un équipement et on l'installe. Une fois que l'équipement est installé, il faut le mettre en route. Alors aujourd'hui, on est tous inscrits dans l'optimisation et puis la planète demande à ce qu'on optimise notre consommation énergétique en permanence. Donc là, qui dit optimisation dit calcul du besoin et de l'énergie qu'on met derrière. Comment est-ce que on choisit l'énergie? Quelle quantité d'énergie on met dans la clim pour que cette clim satisfasse aux besoins de la personne qui va avoir la clim chez lui ou chez elle? Et donc, qui c'est qui vient regarder ça? Eh bien, c'est le metteur au point. Une fois que c'est installé, il va sur la machine, il dit, bon, ben voilà, chez vous, il va falloir que vous ayez, je sais pas, une température d'ambiance, je dis n'importe quoi, 22 degrés, 22 degrés. Et donc, lui, il rentre dans le système, il dit au système que quelle que soit la température qu'il fait dehors, tu vas prendre cette quantité d'énergie pour pouvoir répondre à ça tout en ajustant ta consommation d'électricité. C'est-à-dire que si la température monte un peu, au lieu que tu ralentisses, au lieu que tu t'arrêtes, tu vas ralentir pour ne pas faire plusieurs démarrages. Là, on est dans la régulation. Quand tu fais plusieurs démarrages, tu prends beaucoup plus d'énergie. Tu vas plutôt ralentir. Et le metteur au point, c'est ce qu'il fait. Il fait le choix de ralentir au lieu de démarrer, s'arrêter. Ta voiture, quand tu démarres et tu t'arrêtes, tu vas consommer un peu plus de carburant. Lorsque tu ralentis,
eh ben, tu consommes un peu moins d'énergie en électricité. Parce que bon, dans la voiture, ça ne s'applique pas tout à fait. Mais dans l'électricité, lorsqu'on ralentit un système qui fonctionne, eh ben, on consomme un peu moins d'électricité. Donc, le metteur au point qui fait dans la régulation, fait dans ses calculs pour que la consommation soit juste et satisfait le besoin de la commande. Donc, c'est ça. Et ça s'applique dans la clim, ça s'applique dans la chambre froide, ça s'applique dans le laboratoire, ça s'applique dans l'usine, ça s'applique dans l'entrepôt logistique, ça s'applique sur la fabrication de voitures, ça s'applique, on optimise partout. Et ce sont les professionnels de la régulation qui techniquement interviennent dans l'optimisation. Je comprends très clairement ce que tu veux dire. Je pense que j'espère hein, que c'est assez clair pour les personnes qui nous suivent et qui vont regarder cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, posez des questions et voilà. Des questions, n'hésitez pas. Et ça me permet en fait de passer hein, de la transition. Donc, il faut dire hein, que tu organises un événement oui. 5 décembre, oui. Le 5 décembre 2020, oui. un événement en ligne, justement dont le but, hein, c'est transmettre ton savoir-faire sur comment aborder un équipement frigorifique défectueux. Et les objectifs, en fait, ils sont définis. Hein, c'est prendre en charge les informations transmises par le client, analyser l'environnement immédiat de l'équipement, relever les données précises de l'équipement, produire le compte rendu de diagnostic, hein, donc de façon professionnelle, mettre en place la procédure de dépannage. Et l'événement est publié sur l'application mobile YouLearn. Je présente là pour ceux qui voient. Donc, vous téléchargez l'application YouLearn ou vous allez sur le site www.youlearn.co et vous pourriez réserver cet événement qui a lieu le 5 décembre en ligne. Et Diderot vous partagera son expérience sur la prise en charge d'un équipement frigorifique défectueux. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai des questions. Des questions. Ouais. Je les attends. Les questions sur la santé, parce que là, on a terminé les 6 questions. Donc, on est arrivé. Hein, il est exactement 22 heures, mais vu qu'on a commencé avec un léger retard, on se permet de déborder un tout petit peu. Alors, les questions sont les suivantes. La première, c'est sur la santé. Tu as dit, est-ce que je peux rester sous la climatisation sans risque de santé, sans courir un risque pour ma santé? C'était l'une des questions hein, de tes vidéos que tu as publiées. C'est quoi la réponse? Quel est le lien entre la climatisation, la santé? Et je pense que tu faisais allusion également à une bactérie dont j'oublie le nom. Dans cette vidéo. Oui. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, ce qui se passe? Est-ce que tu conseilles aujourd'hui de dormir avec un ventilateur ou un climatiseur? Je pense aux frères et sœurs hein, qui sont à Douala actuellement et qui, toute la journée, ont le climatiseur allumé. Ouais, je l'ai fait exprès parce que il y a pas mal d'informations qui sont pas claires, c'est simplement, elles sont pas clairement données concrètement. Alors pour ce qui est des maladies qu'on attribue à la climatisation, l'asthme, et en fait du moins les maladies ORL qui sont attribuées à la climatisation, il faut savoir déjà. Et ça, moi, je suis pas médecin. Seulement, il faut savoir que quand on a une maladie, c'est qu'on a chopé soit un virus, soit une bactérie. Donc, alors, le virus ou la bactérie, c'est des organes qui ont des organes vivants. C'est-à-dire que, voilà, c'est les médecins qui peuvent mieux expliquer ça. Par contre, ça vient de quelque part. Ça vient de notre environnement. Ça vient de l'air qu'on respire et tout. Alors, le principe déjà d'abord de la climatisation, c'est quoi? C'est simple. Le principe de la climatisation, c'est brasser de l'air. Brasser de l'air en le rafraîchissant. On prend l'air dans la pièce, on passe ça dans une machine, ça rafraîchit, ça remet l'air. Le brassage, c'est ça le principe. Alors, quand on brasse de l'air, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, s'il y a de la poussière dans l'air, eh bien, on brasse aussi la poussière avec. S'il y a des bactéries dans l'air, eh bien, on brasse les bactéries avec. Donc, le principe de climatisation, c'est celui-là. Donc, quand on est malade, on n'est pas malade du fait de la climatisation, on est malade du fait que l'air dans la salle n'est pas de bonne qualité. Donc, la qualité d'air est polluée. Et comme le climatiseur, il est là pour brasser, qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse simplement ce qu'il a.
Il ne fait que diffuser. Il ne fait que diffuser. Savoir qu'il y a des filtres sur le climatiseur et leur rôle, ce n'est pas de filtrer les bactéries, c'est de filtrer la poussière. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils prennent des particules relativement grosses. Donc, si l'air dans l'environnement n'est pas bon, eh ben, on va forcément être malade. Et donc, si on est dans un environnement où il y a un malade qui a déjà une certaine maladie et qui, je sais pas, qui émet, comment dire, des petites gouttelettes quand il parle et tout le reste, et ben cette gouttelette-là rentre dans cet air qui est brassé et la personne à côté va forcément prendre ce virus-là. Et ce sera par le fait du brassage du climatiseur. Donc, le climatiseur n'est pas fautif, c'est la qualité de l'air qui est un problème. Pourquoi je présente la chose comme ça? Je la présente comme ça parce que ce qu'on ne fait pas en Afrique en général, en Afrique subsaharienne, c'est que quand on construit les maisons, on met de côté un paramètre vital. On met de côté un paramètre vital qui est donc à l'origine de ces problèmes-là. Le paramètre, là, c'est quoi? C'est celui de la ventilation. La ventilation et la climatisation, j'ai fait une vidéo dessus, c'est deux applications différentes. Donc, la ventilation ramène de l'air neuf. J'espère que jusque-là, tout le monde arrive à suivre. Donc, la ventilation ramène de l'air neuf. Et cet air neuf-là, c'est cet air-là qui permet de faire en sorte que la personne qui est sous la climatisation ne soit pas malade. C'est-à-dire que la personne sous la climatisation a toujours de l'air neuf qui vient par la ventilation, brassé par la climatisation pour le rafraîchir et ressorti par la ventilation. Donc, ces deux applications différentes, il est nécessaire, même vital, je l'ai déjà dit, il est vital aujourd'hui, compte tenu des menuiseries modernes qu'on a dans les nouvelles constructions en Afrique, là, des belles menuiseries avec des fenêtres très hermétiques comme ça, c'est vital d'installer des systèmes de ventilation dans ces maisons. Une absence de ventilation dans une maison comme celle-là, il suffit que vous ayez dans cette maison un gaz qui émet, par exemple, un élément qui émet du monoxyde de carbone, vous allez en mourir parce que la maison est hermétiquement fermée. Donc, la qualité d'air est mauvaise. Il faut faire de la ventilation. Ces maladies-là sont dues au fait qu'il n'y a pas de ventilation dans l'environnement. Est-ce que si j'ouvre mes fenêtres, ok, 10 minutes, parce que ça a été aussi l'une des recommandations dans cette crise sanitaire, on disait aux gens d'aérer régulièrement les pièces. Est-ce que ça marche? Typiquement, si on aère, on imagine qu'il fait très chaud, donc on a le ventilateur, du moins, on a la climatisation qui est en route. Est-ce que si on aère, donc on ouvre les volets, est-ce que ça marche? Ça renouvelle de l'air? Est-ce que c'est conseillé d'ouvrir ces volets quand la ventilation est en marche? Parce qu'on dit, si on met de la climatisation, et même dans la voiture, on fait souvent cette remarque, lorsqu'on a de la climatisation, il faut remonter les vitres. Est-ce que si on ouvre, ça crée des dégâts sur la ventilation, sur la climatisation, autant pour moi. Le fait d'ouvrir, d'aile ne sera pas instable. Est-ce que ça crée des dégâts sur son climatiseur? 2, est-ce que la méthode qui consiste simplement à ouvrir pour renouveler l'air fonctionne? Première question, si on ouvre, est-ce que ça crée des dégâts sur la climatisation? Pas du tout, rien à voir. Parce que la climatisation, la seule chose qu'elle fait, elle rafraîchit l'air. Ce que ça va faire sur le climatiseur, c'est qu'il va consommer beaucoup plus d'énergie parce que l'air nouveau, il aura besoin de rafraîchir cet air-là. C'est juste ce qui va se passer. Donc, il n'y a aucun problème si vous ouvrez vos fenêtres. Par contre, quand vous ouvrez vos fenêtres, qu'est-ce que vous faites? Dans l'esprit, c'est je ventile. Alors, une ventilation juste, une ventilation efficace, c'est une ventilation permanente. Donc, si vous ouvrez un petit peu, vous allez peut-être ventiler, enfin, parce qu'il y aura une petite dépression entre l'extérieur et l'intérieur, vous allez avoir de l'air qui va entrer. Vous allez avoir de l'air qui va entrer. Et quand vous allez refermer, cet air va rester. Et vous allez quand même continuer de respirer dans la maison. Vous allez quand même continuer de cuisiner dans la maison. Vous allez quand même continuer d'utiliser vos sanitaires et tout le reste. Donc, toutes ces choses-là vont continuer d'émettre des potentielles bactéries qui, lorsque vous aurez fermé, n'auront servi à rien. Ce qu'il faut, c'est une ventilation permanente. Une ventilation sur un moment est efficace juste sur ce moment-là. Et après, ça recommence. C'est reparti. Super. Du coup, on va peut-être sortir avec cette question. Quel est le lien que tu fais entre une infection pulmonaire grave et la plomberie?
Ouais, ça, c'était la deuxième question. C'était la deuxième question. Voilà. Effectivement, le lien qui est, en fait, la bactérie, la bactérie à l'origine de cette infection pulmonaire, c'est la légionelle. C'est connu, c'est pas tous les médecins connaissent cette bactérie-là. Seulement ce que les médecins ne savent pas, enfin du moins certains ne savent pas. Peut-être pas. Oui, ouais, voilà, effectivement. Mais pourquoi je dis ne savent pas? Parce que ça va chercher vraiment dans le cœur du génie climatique, en fait. C'est là, les lieux de prolifération de cette bactérie. La légionelle, c'est une bactérie qui est présente permanente dans l'eau douce, l'eau qu'on boit. Il y a toujours de la légionelle dedans. Il y a toujours cette bactérie. Savoir qu'il y a pas mal de choses qu'on consomme qui ont des bactéries. Donc, elle est toujours là. Seulement, c'est une bactérie qui est morte à une certaine température, comme je l'ai dit dans la vidéo, qui prolifère. Donc, on va dire, elle est pas morte, elle est inactive. En dessous de 20 degrés, elle est inactive. De 20 degrés à 50 degrés, elle prolifère, c'est-à-dire qu'elle se développe. Et quand cette se développe, elle est vivante. Et voilà, donc de 20 à 45 degrés, elle prolifère. Et au-dessus de 60 à 70 degrés, elle est complètement traitée, elle est morte. Le lien qui est donc fait entre cette bactérie et la plomberie, c'est quoi? C'est que dans nos maisons, ici en Europe comme en Afrique, on utilise de l'eau pour se laver l'eau chaude. Pour se laver en Afrique, on utilise de l'eau chaude. La bactérie, elle est dangereuse dans une eau stagnante à cette température. Donc, il faut quand même que l'eau soit stagnante. Donc, dans ce que nous on appelle chauffe-eau là, en Afrique, on appelle ça chauffe-eau. Ici, on appelle ça cumulus. Donc, l'eau reste là-dedans. L'eau, elle est chauffée à une certaine température. Et parce qu'elle reste là-dedans, elle développe la bactérie. Quand on vient prendre sa douche, on ne se douche pas à 100 degrés. Généralement, on mitige l'eau quand on se douche. Et quand on mitige l'eau, quand on se douche, on a quand même des vapeurs d'eau. Cette bactérie ne se chauffe pas en buvant de l'eau, mais en respirant ces vapeurs de là. Quand vous vous douchez, vous avez quand même la vapeur d'eau qui ressort. Donc, vous respirez cette vapeur d'eau. C'est cette vapeur d'eau avec cette légionelle là-dedans qui, elle, va dans les poumons. C'est à ce moment que ça va dans les poumons et ça infecte les poumons. Ça crée cette infection pulmonaire dont le taux de mortalité, je l'ai dit, est de 15%. C'est une infection grave. C'est bien connu dans le milieu hospitalier. Le taux de mortalité est de 15%. Et il y a des méthodes dans le génie climatique qui permettent de traiter l'eau pour que cette bactérie ne soit pas active dans l'eau. Et on ne le fait pas. Dans les hôpitaux en Afrique, partout en Afrique, cette bactérie, elle est meurtrière. Et parce qu'on n'installe pas ce type de système, eh bien, on ne sait pas d'où ça vient. Ce qui fait que, voilà, c'est une réalité, c'est pas juste voilà, c'est un fait, en fait. Très intéressant. Du coup, on en parle le 5 décembre. Ça rentre dans le thème. On va en parler. On pourra un petit peu en parler le 5 décembre, mais le 5 décembre, c'est pour les frigoristes concrètement. D'accord, ok, très, très intéressant. Je pense que on a beaucoup appris, mais tu as dit un truc qui en fait pourrait concerner plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo ou qui regardent cette vidéo. Le chauffe-eau, oui. Qu'est-ce que tu recommanderais à la place? Parce qu'il faut dire que c'est quand même utilisé par la majorité. Oui. Qu'est-ce que tu recommanderais en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts, si je peux le dire ainsi? Parce que un exemple concret, dans les salons de coiffure, j'ai pour souvenir que dans ces milieux-là, on utilise très fréquemment du chauffe-eau, notamment pour traiter les cheveux. Du coup, qu'est-ce que tu recommanderais là pour ces personnes? Alors, comment dire, le chauffe-eau en général, déjà, la légionelle, elle est dangereuse pour tout le monde. Ça, il faut le savoir. Elle est bien plus dangereuse encore pour ceux qui ont des infections pulmonaires. Le chauffe-eau, il y a des façons. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer simplement, mais il y a une conception de réseau, de conduit, de plomberie, qui fait en sorte que dans un chauffe-eau, on a de l'eau qui tourne en permanence. Pourquoi? Parce que pour traiter la légionelle, il faut non seulement mettre l'eau en mouvement, mais également la monter en température. Ce qui fait que l'eau qui tourne en permanence dans le chauffe-eau, défavorise la prolifération de cette bactérie. C'est vraiment des méthodes de traitement spécifiques. Ça, c'est une méthode de traitement, on va dire, thermique. Là, on fait tourner et on fait chauffer. Parce qu'il y a une deuxième méthode de traitement qui est une méthode de traitement chimique au chlore. Ça aussi, ça se fait. Après, je ne conseille pas trop ça parce que quand on ramène déjà des éléments chimiques dans l'eau qu'on va consommer ou alors l'eau qu'on va utiliser, c'est un petit peu délicat. Par contre, pour le chauffe-eau,
il y a une installation particulière qui permet de faire en sorte que la légionelle se développe le moins possible. Et le live d'aujourd'hui ne me permettrait pas vraiment de développer. C'est vraiment de l'ordre technique, en fait. Il y a ce qu'on appelle le bouclage et autres, oui. D'accord. Alors, je précise en fait que tu es disponible sur l'application Euler. Donc, les gens peuvent te contacter via ton événement que tu as publié. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur le sujet, pour ceux qui aimeraient, par exemple, se faire installer un système. Hein, je parle là tu as dit des hôpitaux. Donc, s'il y a d'autres choses de sanitaire, il peut effectivement te contacter. On a une question. On me signale qu'on a une question sur Facebook. Je la prends et je pense qu'on va sortir par cette question parce qu'on arrive au terme de notre. Je prends la question. Alors, elle est de Rodrigue, qu'on salue. Alors, il dit comment la régulation peut être efficace dans les sociétés africaines où les comportements des occupants des logements sont quasi différents de ceux de l'Occident. Alors, dans les comportements des occupants des logements sont différents de l'Occident. En fait, il faut savoir, Rodrigue, que déjà, le comportement de la consommation, on va parler par exemple là, de consommation d'eau chaude sanitaire, et non juste de ça, ou alors, oui, le consommation d'eau, tout simplement de l'eau pour se doucher. La consommation d'eau, il faut savoir que ici en Europe, dans le document que le CSTB, c'est un conseil de technique d'ingénieurs hein, qui sort des documents où il y a quelques normes, mais il y a aussi des informations qui sont basées sur le recul pris par rapport à la consommation. Donc, on ne peut pas, par exemple, sur un an, dire que votre consommation, ça va être ça. Il faut avoir du recul pour pouvoir estimer à peu près à quel moment on consomme beaucoup plus l'eau dans la journée ou à quel moment, à quelle période de l'année on consomme plus ou moins l'eau. C'est à partir des informations récoltées que maintenant la régulation s'installe. La régulation ne vient pas avant parce qu'elle n'anticipe pas sur les comportements des gens. La régulation vient après que les comportements se soient appliqués. C'est donc ça, elle n'est pas là pour nous obliger, mais elle est là pour nous satisfaire en fait. Mais les comportements, excuse-moi de revenir sur la question, mais les comportements, on les connaît parce que de souvenirs, on reçoit chaque habitant hein, qui a un compteur d'eau. Je prends le cas du Cameroun, reçoit à la fin du mois une facture. Et cette facture-là, si tu prends sur l'année, tu peux faire une estimation de la consommation. Oui. Ça, c'est d'un point de vue personnel. Donc, est-ce qu'on peut, sur la base, parce que bon, si on prend peut-être d'un point de vue global pour analyser toutes les données, ça peut être très compliqué. Mais d'un point de vue personnel, est-ce que sur la base des éléments hein, d'un consommateur, d'un particulier, il est possible en fait de mettre en place un système de régulation pour justement optimiser la consommation d'énergie. Là, on parle peut-être d'eau, mais ça peut être vrai pour d'autres sujets. Sur un quartier, sur une ville. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible? Si, par exemple, moi, je souhaite faire une démarche, je souhaite m'inscrire dans la sauvegarde de la planète hein, et réduire ma consommation d'énergie, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux comme ça fournir des solutions aux particuliers pour pouvoir maîtriser leur consommation? Alors, deux choses, Stéphane. C'est une très bonne question. Deux choses. La première des choses, c'est qu'il faut comprendre que la régulation, c'est un système qui est mis en place, mais la régulation, ça peut aussi être des équipements. Alors, pour ce qui est de la consommation, par exemple, d'eau, aujourd'hui, il existe, par exemple, des robinetteries hein, qui sont conçues de telle sorte que la façon dont l'eau coule, la façon dont l'eau sort de la robinetterie, permet de satisfaire le traitement qu'on veut, par exemple, faire lorsqu'on lave la vaisselle. C'est-à-dire qu'on ouvre le robinet et ce robinet spécifique, il jaillit d'une certaine façon de telle sorte qu'il enveloppe bien l'assiette et puis on arrive à laver rapidement. Ou alors, la colonne de douche, il existe des douches avec des pommeaux qui, eux, ont intégré à l'intérieur des systèmes qui font en sorte que l'eau est, on va dire, elle est envoyée en bulle. Ce qui fait que quand tu ouvres, eh ben, ça enlève bien le gel douche sur toi et puis tu es satisfait rapidement. Alors, vous allez remarquer que si vous avez un robinet qui coule lentement, si le débit, par exemple, il est faible, quand j'ouvre mon robinet, je veux me doucher, on se dit, ah, il y a peu d'eau. Mais en fait, on consomme beaucoup plus d'eau. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à se doucher. Là, on est déjà dans la régulation. La régulation, c'est quoi?
qu'est-ce que je veux faire quand j'ouvre mon robinet? Ce n'est pas j'ouvre mon robinet pour avoir de l'eau. Qu'est-ce que je veux faire lorsque j'ouvre mon robinet? Eh bien, je vais prendre ma douche. Comment je peux prendre ma douche de manière optimale dans ma consommation d'eau? Eh bien, j'utilise un pommeau qui, lui, quand il ouvre, il va faire un éclat et puis ça me douche. On est là dans la régulation. Dans la régulation, ça peut être des équipements. Et cet équipement-là permet déjà d'avoir une consommation d'eau réduite. Juste le fait d'installer ces équipements, ça existe. Ça existe les équipements qui existent. Ça, c'est pour la consommation d'eau. Maintenant, il y a la partie qui est très intéressante, qui est la production d'eau chaude sanitaire. C'est vraiment un message adressé au centre hospitalier parce qu'ils en ont besoin. Et quand on va à l'hôpital, c'est qu'on doit être pris, on doit être bien entretenu. Donc, la production d'eau chaude sanitaire, il faut savoir que la régulation, elle intervient sur les périodes dans la journée. On sait par exemple que le matin, et ça marche aussi dans les hôtels, le matin, eh ben, les gens vont prendre la douche. Entre midi et 2, les gens vont, je ne sais pas, il y a peut-être le médecin qui va passer encore autre chose. L'après-midi, et donc on regarde toutes ces étapes dans la journée et les ballons d'eau chaude qui produisent de l'eau chaude derrière, eux, ils vont produire de l'eau chaude et les stocker sur cette période-là. La production d'eau chaude, c'est de la consommation énergétique. Est-ce qu'ils vont produire en permanence? Non. Ils vont produire l'eau chaude à un moment bien précis. On appelle ça des heures de pointe. Tu vois? Donc, 16 heures de pointe le matin, il faut qu'il y ait une certaine quantité d'eau chaude produite. On consomme, on stocke cette eau-là. Et on peut produire ça plutôt dans la nuit, stocker, garder parce que la consommation énergétique dans la nuit, elle est faible. Produire ça dans la nuit, stocker pour être consommé le matin et dans la journée, avoir une production plus faible, donc une consommation d'électricité plus faible. Là, on est encore dans la régulation. Tout ça, c'est pour optimiser quoi? La consommation d'électricité. Donc, j'ai parlé consommation d'électricité optimale, consommation d'eau optimale. Donc là, on est vraiment dans la régulation. Et ça répond donc aux habitudes de gens qu'on connaît déjà. Ce qu'il faut conseiller aux gens au Cameroun, c'est de changer leur, c'est de changer leur robinetterie. Mais bon, il y a encore un autre problème qui est celui du débit qui est envoyé par le fournisseur. Là, il y a encore une autre problématique. Et on pourra s'étendre dessus parce que j'ai fait des vidéos aussi qui arrivent à répondre à ce genre de problématique-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Rodrigue. Bah, je pense que tu as répondu à la question de Rodrigue et tu as répondu également à mes questions. Je te remercie. Juste un message pour tous celles et ceux qui, comme Diderot, veulent partager leur retour d'expérience sur YouLearn. Mon storytelling, c'est pour vous. C'est votre émission. C'est tous les vendredis soirs à 21h, heure de Yaoundé, heure de Paris. Voilà, c'est pour partager le retour d'expérience. N'hésitez pas à nous contacter via nos différents canaux. Donc, soit sur WhatsApp, le numéro est sur notre site internet à l'adresse www.youlearn.co, soit directement sur notre page Facebook. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Alors, pour sortir, un mot de la fin? Eh ben, un mot de la fin, je suis très content d'avoir été choisi par YouLearn pour faire mon storytelling chez vous déjà. C'est un plaisir. Je remercie toute l'équipe YouLearn. Je remercie Arland de YouLearn Arland, t'en salue. Voilà, qui est très efficace, qui est quelqu'un de très efficace. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont été connectés. S'il y en a qui n'ont pas, ils nous verront par après sur le replay. Voilà, on a fait ce qu'il fallait et le message il sera toujours là. Si vous avez des questions, vous savez, il existe GC Info. Vous allez écrire à GC Info, vous aurez des réponses. Voilà, le mot de la fin, c'est que voilà, portez-vous bien, faites attention à vous et vivement qu'on sorte du Covid-19. Merci beaucoup, Diderot. Merci pour avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de t'avoir parmi nous. Merci, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup appris. On va peut-être faire évoluer nos habitudes de consommation d'énergie. Merci de sauver la planète. Merci pour ce combat. Je rappelle en fait que tu as un événement en ligne qui est disponible sur l'application YouLearn. Pour celles et ceux qui sont intéressés, ça concerne les frigoristes, si je ne me trompe. Tout à fait. Et c'est le 5 décembre 2020. Je vous souhaite de passer à tous une excellente soirée et je vous dis à vendredi pour le prochain storytelling. Ok, ça marche. Salut tout le monde. Salut. Salut, salut.